Le premier round de la dernière lutte pour le contrôle des mers était terminé, mais alors que les deux côtés se renforçaient et reprenaient leur souffle, il y avait encore de l'activité autour de l'île contestée de Guadalcanal. Les transports japonais s'étaient déplacés tard dans l'après-midi du 13 novembre, retardés de 24 heures, mais pas arrêtés. Une force de croiseurs de fortune a été rapidement assemblée et combinée avec la force d'escorte prévue pour le transport. Ces derniers ont été chargés d'essayer de bombarder à nouveau le champ Henderson, tandis que les unités opérationnelles survivantes de notre flotte de base étaient combinées avec d'autres navires pour former une formation encore plus puissante. Car bien que les canons de 8 pouces des croiseurs puissent perturber le champ Henderson, on estimait que les canons de 14 pouces beaucoup plus puissants seraient nécessaires pour y faire une véritable entaille à long terme. Avec 4 croiseurs lourds, 2 croiseurs légers et une demi-douzaine de destroyers représentant un mélange de vieux et de nouveaux designs, l'amiral Mikawa, aperçu pour la dernière fois lors de la première bataille de l'île de Savo, s'est dirigé sous le couvert de l'obscurité. Les navires Suzuya et Maya ont bombardé le champ Henderson, tandis que les autres patrouillaient, guettant d'éventuelles forces navales américaines. Mais ce qui restait des forces américaines de la nuit précédente s'était bien sûr retiré. L'attribution de seulement 2 croiseurs lourds à la tâche s'est révélée être une prophétie auto-réalisatrice. Les opérations de la force aérienne Cactus ont été entravées, mais elle n'a pas été complètement mise hors d'action. Comme on pourrait s'y attendre, les hommes du champ Henderson n'ont pas vraiment apprécié ce réveil matinal, et à l'aube, les avions restants, y compris les Dauntless du United States Ship Enterprise, qui ont lancé une frappe de soutien, ont commencé à envahir les navires en retraite de Mako comme une horde d'abeilles en colère, coulant le vieux croiseur Kinugasa, d'abord en le paralysant avec des torpilles, puis en le finissant avec des bombes d'avion qui ont suivi la nappe de pétrole de la première attaque et infligeant suffisamment de dégâts à Maya pour qu'elle doive rentrer chez elle pour des réparations, la retirant du théâtre pour un avenir prévisible. Ils ont également repéré les transports, qui étaient maintenant dangereusement exposés grâce au bombardement médiocre de la nuit précédente. Ils ont ensuite percé l'escorte de chasseurs et envoyé les 2 tiers du convoi au fond de l'océan, ne laissant que 4 des transports et un nombre équivalent de destroyers pour continuer leur route. Bien que l'amiral Tanaka ait réussi à sauver de nombreux hommes sur les transports en train de couler en amenant rapidement ses destroyers à côté, rien ne pouvait être fait pour la nourriture, les munitions et les équipements lourds tels que l'artillerie qui ont coulé avec les navires. Le nouveau jour, le 14e, a également vu la force beaucoup plus lourde sous le commandement de l'amiral Kondo se diriger vers le sud. Bien qu'ils aient été repérés et suivis par 2 sous-marins américains, aucun des 2 n'a réussi à marquer des coups de torpille réussis, mais ils ont pu avertir la marine américaine que la marine japonaise revenait pour une 3e nuit. Cette force était composée du croiseur de bataille Kirishima, des croiseurs lourds Atago et Takao, et des anciens croiseurs légers Nagara et Sendai, avec 9 destroyers. Environ la moitié de la force totale était présente 2 nuits plus tôt pour le premier combat. Les États-Unis étaient dans une situation un peu délicate. Pratiquement tous les croiseurs qu'ils avaient disponibles au début de cette phase des opérations étaient soit coulés, soit gravement endommagés, et ceux qui restèrent dans la zone étaient nécessaires pour protéger l'Enterprise. La situation était similaire avec les destroyers, et donc Halsey avait regardé autour de lui pour déterminer quel combattant de surface il avait du tout qui était capable de combattre. Il devait également ne pas être essentiel pour l'escorte de porte-avions et il devait avoir suffisamment de carburant pour une nuit de haute vitesse et d'opérations de combat. Il a réussi à trouver un total de 4 destroyers, tous de différentes unités, plus ses 2 cuirassés Washington et South Dakota. Ce n'était pas une force énorme, fortement orientée vers le haut de gamme, avec un écran d'escorte inquiétamment mince et une action nocturne qui verrait très probablement des torpilles dans l'eau. Et bien sûr, elle était largement surpassée en nombre par les Japonais. Mais c'était tout ce qu'il avait, et donc la formation s'est dirigée en formation de ligne, avec les destroyers en tête, puis Washington, et enfin South Dakota. Halsey les avait envoyés au nord de l'Enterprise tard le 13e, s'attendant à ce qu'ils arrivent le matin du 14e, à quoi l'amiral Lee à bord du Washington avait répondu par radio « Qu'est-ce que vous pensez que nous avons? Des ailes ?» Comme il s'est avéré, les navires américains opéraient beaucoup plus au sud que là où Halsey pensait réellement qu'ils étaient. Le South Dakota n'a également pas pu utiliser 2 des canons de sa tourelle Superfuring avant. Les canons avaient été gravement éraflés par le coup de bombe qu'elle avait pris en défendant l'Enterprise, et après avoir reçu une description détaillée des dégâts, le bureau de l'ordonnance avait finalement radioé que les canons ne seraient pas sûrs à tirer.
L'amiral Kondo a gardé la majorité de ses navires ensemble, mais a envoyé des éléments de ses escortes vérifier ses flancs pour d'éventuelles forces de la marine américaine. Fait amusant, contrairement aux batailles précédentes, les deux forces étaient entrées dans la zone par le nord-est, mais les Américains avaient pris un cap sud-est après cela entre les îles Savo et Florida avant de se diriger vers l'ouest pour s'interposer entre le champ d'Henderson et la ligne d'attaque japonaise la plus probable, tandis que la majorité des forces japonaises s'étaient dirigées vers le sud-ouest pour passer l'île Savo avec l'objectif de tourner vers le sud-est et de se diriger entre l'île Savo et Guadalcanal comme ils le faisaient habituellement. Juste avant 23 heures la nuit du 14e, les opérateurs radars à bord des deux cuirassés américains ont repéré une partie de la formation japonaise à 18 000 yards de distance portant au nord-nord-ouest. 5 minutes plus tard, les Japonais ont repéré les Américains. Cependant, l'amiral Kondo a commis une erreur critique. Lui et d'autres dans la marine japonaise ne croyaient pas qu'il était sûr d'opérer des cuirassés à grand tirant d'eau dans les eaux encombrées et souvent peu profondes autour de Guadalcanal. Cela, ainsi que leur vitesse réduite, a empêché la marine japonaise de déployer d'autres navires majeurs comme le Yamato ou le Nagato dans la région. De plus, l'amiral Yamamoto ne jugeait pas pertinent d'utiliser des cuirassés pour des bombardements côtiers. Pour être équitable, le collège de guerre naval américain était d'accord avec l'évaluation de Kondo. Halsey avait envoyé les cuirassés, non pas parce qu'il le voulait, mais parce qu'ils étaient les seules unités de surface lourdes qu'il lui restait. Cependant, en conséquence, Kondo pensait que les deux grands navires étaient des croiseurs américains, et donc il a détaillé 2 éléments de sa force qui totalisaient 2 croiseurs légers plus 6 destroyers pour s'en occuper, tandis que les gros frappeurs continuaient à se diriger vers le champ Henderson. Bien que cela aurait été une sorte de combat rapproché si son évaluation avait été correcte, en se basant sur les performances des unités de surface américaines dans les actions nocturnes jusqu'à présent, il avait une certaine raison d'être confiant que ces navires pourraient gérer la formation américaine relativement facilement, du moins en termes de la repousser avec des pertes si ce n'est pas de la détruire carrément. L'action a commencé à 23h17 lorsque les cuirassés américains ont ouvert le feu sur le croiseur Sendai et ses 2 destroyers d'escorte, utilisant leur radar pour donner des estimations de distance au canon. L'amiral Lee a innové en équipant les opérateurs radars de casque pour transmettre directement les informations aux officiers de tir et de traçage du navire. Les destroyers américains ont observé les obus lumineux du cuirassé disparaître dans les nuages bas pour réapparaître un peu plus tard à 10 miles en aval alors qu'ils retombèrent du ciel. Les relèvements changeaient vite pendant que les navires américains voguaient vers l'ouest. Le South Dakota a tiré sur les destroyers japonais en utilisant sa tourelle arrière mais n'a réussi qu'à mettre le feu à l'avion de reconnaissance posé sur sa poupe. Un autre salve a heureusement envoyé 2 des avions en flammes par-dessus bord et l'onde de choc a éteint les feux sur le 3e. Cependant, la formation de la marine japonaise s'est détournée du feu entrant et s'est échappée indemne tout en dégageant de la fumée, bien que cet effort ultérieur ait été d'une utilité précieuse contre les tirs guidés par radar. L'interférence de l'île de Savo elle-même, un facteur qui avait fait partie du destin des croiseurs alliés lors de la première bataille de l'île de Savo, a cependant suffi à maintenir les navires japonais indemnes. Mis à part cet engagement, la foi de Kondo en ses choix tactiques semblait être confirmée, car à peu près au même moment où les cuirassés américains ont cessé de tirer, leur cible disparaissant dans l'obscurité, l'autre partie de la formation japonaise détaillée pour l'attaque. Le croiseur Nagara et 4 destroyers, plus l'Ayanami qui était en mission de reconnaissance et se trouvait par hasard dans les environs, ont commencé un combat avec les destroyers américains, précédant les cuirassés de quelques miles. Cela a commencé comme un engagement énormément unilatéral, pris dans un tir croisé et avec leur cible se cachant à la fois visuellement et au radar en restant près du désordre de l'île de Savo. Le United States Ship Walk et le United States Ship Preston ont été touchés à plusieurs reprises, faisant exploser les salles des machines, mettant le feu aux torpilles dans leurs lanceurs et envoyant des cheminées et des morceaux de monture de canon voler. Walk a vu ses magasins avant détonner par un coup de torpille. Les 2 navires ont été envoyés au fond en quelques minutes, et les 2 navires restants n'ont guère mieux réussi. Benham a eu son visage enlevé par une longue lance et a titubé hors de la ligne, mortellement blessé, tandis que Gwyn avait ce peu de chance qui était alloué au destroyer américain cette nuit-là. Les coups qu'elle a reçus ont simplement mis hors service ses moteurs, la laissant à la dérive et sans énergie. Le combat s'était rapproché suffisamment de Guadalcanal pour qu'il y ait une certaine inquiétude que les bateaux patrouilleurs torpilleurs américains dans la zone ne sortent et n'engagent les mauvais navires, tout comme ils l'avaient presque fait à Portland plus tôt ce mois-là.
Et donc maintenant, pour la première fois de la nuit, le United States Ship Washington s'est lancé dans la bataille et au secours, passant entre les destroyers américains en flammes et en train de couler. Elle et le reste des forces américaines cette nuit-là étaient dirigées par le contre-amiral Willis Augustus Lee ou Ching Lee pour ses amis, avec la célèbre transmission qui sortait « Écartez-vous ». Je passe. C'est Ching Lee. En tant qu'homme qui avait aidé à ramener 4 médailles d'or, une d'argent et une de bronze dans les compétitions de tir olympiques pendant l'entre-deux-guerres, et qui avait affronté 3 tireurs d'élite 6 ans plus tôt lors des débarquements américains à Veracruz, en sortant vainqueur, il était quelque peu expert en artillerie et appréciait également et comprenait les capacités des systèmes radars de son navire. Certains disaient même mieux que les opérateurs du radar à bord du navire. D'ailleurs, les exercices qu'il avait fait subir aux équipages d'artillerie du navire plus tôt dans la guerre avaient réussi à quelque peu confondre même les maîtres canonniers du navire, l'amiral Lee devant alors leur expliquer certaines des solutions les plus avancées aux problèmes de tir qu'il leur avait présentés, traitant essentiellement les canons de 16 pouces du cuirassé comme de simples énormes fusils de sniper. Ce qu'ils comprenaient évidemment très bien. Combiné à un équipage de canonniers déjà supérieur à la moyenne à bord du Washington, l'insistance de Lee sur le fait que chaque canon devait être aussi précis que possible a maintenant porté ses fruits, alors que sa batterie secondaire engageait l'Ayanami à très longue portée. Ce n'est généralement pas le meilleur scénario pour le 5 pouces 38, car bien qu'il soit une excellente arme anti-aérienne, son canon court signifiait qu'il n'était que passable dans une action de surface à longue portée. Mais ils l'ont frappé à plusieurs reprises, mettant rapidement l'armée de fer en flammes, une petite mesure de revanche pour le massacre que les destroyers américains venaient de subir et distrayant les Japonais de l'achèvement de Benham et Gwin. Cependant, il y avait 4 destroyers hors d'action du côté américain, dont 2 avaient déjà coulé en échange d'un destroyer japonais handicapé qui était sur le point de couler. Des rapports quelque peu optimistes de la formation japonaise, qui était donc maintenant confiante de pouvoir gérer les 2 croiseurs restants, signifiaient que l'amiral Kondo considérait la formation américaine comme vaincue, les navires japonais lourds continuant vers leur objectif. Cependant, les choses allaient mal tourner pour les 2 cuirassés américains. Washington s'apprêtait à faire un virage à bâbord pour éviter certains des restes des destroyers américains lorsque South Dakota a commencé à avoir des problèmes. L'explosion des canons principaux a endommagé des systèmes électriques, déclenchant des disjoncteurs et coupant l'alimentation de plusieurs systèmes cruciaux à cause du choc et des dégâts. Alors que le système tentait de réacheminer l'électricité pour maintenir les opérations, diverses parties du navire ont commencé à clignoter à l'intérieur avec de plus en plus de disjoncteurs qui se déclenchaient et se réinitialisaient pour se déclencher à nouveau. Puis, l'un des ingénieurs, fatigué de jouer à whack-a-mole, a attaché l'un des disjoncteurs les plus importants de manière à ce qu'il ne puisse physiquement pas déclencher. Cela s'est avéré être une erreur et une surcharge en cascade a paralysé les radars, les radios et l'alimentation de la plupart de ces canons sans aucun moyen de communiquer avec Washington. Le South Dakota a maintenu son cap pendant que les hommes en salle des commandes s'efforçaient de réinitialiser tout le réseau électrique du navire. Ainsi, lorsque Venom est apparu dans l'obscurité, s'éloignant du combat, le South Dakota n'avait aucun moyen facile de communiquer avec elle, et aucun moyen d'informer Lee qu'elle devait prendre un virage opposé à tribord pour éviter le petit destroyer. Malheureusement, cela signifiait qu'elle se dirigeait directement vers les forces japonaises, silhouettées contre les restes en flammes de ses escortes et sans radar. De plus, la vision nocturne de son équipage était complètement ruinée par la proximité des flammes. Elle était presque complètement aveugle, et même si elle ne l'avait pas été, ses canons étaient toujours essentiellement non fonctionnels. Les systèmes ont commencé à se remettre en ligne quelques minutes après la grande panne d'électricité, mais ces quelques minutes ont mis le South Dakota dans une position périlleuse. Au réveil du radar, elle se trouva à peine à 5000 yards de la formation de Kondo qui la fixa promptement dans les faisceaux de nombreux projecteurs avant d'ouvrir le feu avec toutes les armes et lance-torpilles qu'il possédait en réalisant que ce croiseur était en réalité un navire beaucoup plus grand et beaucoup plus dangereux. Heureusement, tous les 34 torpilles longue-lance tirées sur elle ont d'une manière ou d'une autre manqué leur cible ou ont été évitées, mais maintenant une grêle d'obus arrivait en explosant.
La majorité des armes utilisées étaient de petit calibre, provenant des destroyers et croiseurs à tir rapide avec quelques canons de 35,6 cm du Kirishima. Alors que les systèmes commençaient à reprendre vie, le South Dakota a riposté d'abord avec sa batterie secondaire, puis, lorsque les systèmes de la batterie principale se sont remis en marche, ils ont tiré quelques salves. Cependant, les canons ont continué à faire sauter les disjoncteurs, éteignant à nouveau le radar. Puis il est brièvement revenu à la vie. Mais, comme dans la plupart des engagements navals, les coups se sont concentrés autour de la superstructure avant. Cela, en quelque sorte, était bon pour le Dakota du Sud. En vérité, faire des trous dans la superstructure d'un navire ne suffit pas à le couler. Mais d'autres aspects étaient très mauvais, car les opérateurs radars ont vu leurs écrans s'éteindre pour la 3e fois, cette fois de manière permanente, alors que les tirs ennemis entrants, les éclats d'obus et les explosions déchiraient les montages radio, radar et de contrôle de tir principal du Dakota du Sud. Ces canons fonctionnaient maintenant, mais il n'y avait rien qu'ils pouvaient voir pour tirer dessus. Les télémètres des tourelles ne renvoyaient que l'éblouissement des projecteurs et les flammes du navire, maintenant en feu à plusieurs endroits. Incapable de combattre et de communiquer avec l'amiral Lee, le South Dakota a été contraint de s'éloigner du bombardement qui avait fait plus de 2 douzaines de coups et causé plus d'une centaine de victimes. Kirishima a réussi à toucher avec toutes sortes d'obus de 14 pouces, y compris des explosifs de forte puissance, les obus adaptés de type 3 anti-aérien, bombardement et au moins un obus perforant de 14 pouces, peut-être plus. Le South Dakota a eu de la chance avec ce dernier, car à la courte portée à laquelle se déroulait le combat, il y avait une chance non négligeable que l'obus pénètre presque entièrement dans l'armure de la barbette arrière, ce qui l'a touché avant de détonner, ce qui n'aurait pas été bon car cela aurait pu propulser beaucoup d'éclats d'armure très chauds dans la barbette elle-même. Cependant, il semble que l'obus ait ricoché sur le pont juste avant la barbette, brisant le capuchon perforant de l'armure et semble également avoir impacté de manière perpendiculaire grâce au virage du South Dakota et à l'emplacement précis de l'impact sur la barbette. Finalement, les dommages causés par l'impact étaient relativement minimes comparés à ce qui aurait pu arriver. Les équipes de contrôle des dommages ont rapidement éteint un incendie dans la salle de manutention des obus de 5 pouces qui menaçait de se propager au magasin. Alors que cette mêlée générale contre le South Dakota se déroulait, dans l'obscurité, le Washington suivait une grande cible sur son radar tout en esquivant les champs de débris flottants et les survivants des escortes américaines, certains d'entre eux ayant crié des encouragements aux cuirassés pour venger leur propre navire. Mais comme le South Dakota était incapable de communiquer et semblait s'être égaré dans l'obscurité de son propre chef, Lee ne voulait pas ouvrir le feu uniquement sur la base des retours radars au cas où le contact serait le cuirassé américain égaré. Cependant, l'assaut japonais a éliminé tous les doutes quant à qui était qui, car maintenant, Lee pouvait non seulement voir exactement où se trouvait le South Dakota assiégé, mis en évidence par les projecteurs et les flammes, mais il pouvait également associer la grande cible sur son radar à la forme ombrageuse du Kirishima. Les Japonais avaient soit complètement oublié le second grand navire américain, soit ils étaient complètement concentrés sur le South Dakota. Dans tous les cas, le Washington s'est rapproché dans l'obscurité comme le rapide prédateur des mers qu'il était, et on aime imaginer Lee criant « Bonjour, c'est moi » ouvrant le feu à une portée presque à bout portant avec les canons lourds et la batterie secondaire presque simultanément, la moitié des canons de 5 pouces rejoignant les canons de 16 pouces pour cibler le Kirishima, tandis que le reste se contentait de tirer à bout portant sur l'Atago. Non engagé, à courte portée et avec une équipe d'artillerie de premier ordre, le Washington a déchiré le Kirishima. Le navire japonais venait de cesser de tirer sur le South Dakota, mais seul l'Atago a repéré le Washington entrant et seulement quand il a réellement ouvert le feu. Le Washington a réussi près de 2 douzaines de tirs principaux et un nombre similaire de tirs secondaires en environ 5 minutes de feu dévastateur, touchant probablement dès la première salve puis continuellement par la suite, avec une brève pause pendant la destruction pour permettre à Lee d'évaluer les résultats. Toujours professionnels, Lee et Washington ne revendiqueraient que les tirs principaux qui étaient assez spectaculaires pour être vus et comptés définitivement comme des tirs de 16 pouces, expliquant en partie la différence entre les revendications officielles de la marine américaine juste après la guerre et les faits réels tels qu'ils ressortent de l'épave.
À bord du Kirishima, l'équipage avait une perspective beaucoup plus en première ligne et il mentionnerait beaucoup plus de coups, y compris un certain nombre sous la ligne de flottaison. Comme mentionné, une analyse ultérieure de l'épave, quelque peu compliquée par le fait que le navire a effectivement chaviré en descendant puis a eu les magasins avant détonner, confirme la présence d'un certain nombre de coups sous-marins et donne ainsi du crédit au récit japonais. Donc l'amiral Lee a en fait beaucoup mieux qu'il ne le pensait, et il pensait qu'il s'en était plutôt bien sorti. D'abord, la salle de radio a été touchée, puis les canons avant, puis les magasins avant ont dû être inondés et les dégâts ont continué à s'accumuler avec de l'eau qui s'infiltrait par le bas, des incendies tout autour au-dessus et les canons principaux désactivés plus le gouvernail coincé, le croiseur de bataille handicapé a commencé une série de virages incontrôlables. À ce stade, seuls les arbres intérieurs fonctionnaient, empêchant la contre-direction avec les arbres extérieurs, alors que la fumée et les gaz chauds des incendies au-dessus étaient aspirés dans les salles des machines par leur prise d'air, même ces espaces d'ingénierie restants ont dû être abandonnés et les navires ont commencé à ralentir. À son crédit, le Kirishima a réussi à renvoyer quelques salves avant que ses systèmes ne meurent complètement, mais aucun d'eux n'a réussi à toucher avant que le dernier des canons de 14 pouces ne soit mis hors service. Le seul dommage de Washington serait un trou dans son antenne radar de recherche aérienne, causé soit par un canon principal de destroyer, soit par un canon secondaire d'un croiseur ou du Kirishima. L'amiral Kondo commandait maintenant depuis la Tago, et malgré ce renversement de situation plutôt spectaculaire, il a ordonné à ses navires survivants de chercher et de détruire tous les navires américains restants. D'une certaine manière, on peut comprendre pourquoi. Tous les destroyers américains avaient été coulés ou s'étaient retirés. Le South Dakota, gravement endommagé, avait rompu l'engagement, et il ne restait probablement qu'un seul navire face à ses croiseurs intacts. Tous ces destroyers sauf un flottaient encore, avec de nombreuses torpilles. Le seul problème était que personne ne savait réellement où se trouvait le tueur de Kirishima. Après un peu de recherche, ils ont finalement repéré Washington s'éloignant d'eux dans le but d'attirer les Japonais loin du Dakota du Sud. L'appât a réussi, les navires japonais restants tirant des salves de torpilles vers lui, mais l'amiral Lee a habilement manœuvré son navire, évitant les divers projectiles et les eaux peu profondes qui auraient pu le rendre vulnérable. Le cuirassé américain s'est éclipsé dans la nuit pour évaluer la situation. Lee a peut-être porté un coup dur à la formation japonaise, mais il était maintenant en charge du seul navire de surface américain opérationnel dans la zone. Il ne quittait pas le terrain, bien qu'il ait reçu les rapports des transports japonais survivants, et se trouvant maintenant avoir contourné la principale formation japonaise, il a décidé de les poursuivre pour sa part. Malgré le fait qu'il avait maintenant techniquement le chemin libre pour tirer sur le champ de Henderson avec ses croiseurs, Kondo semble avoir oublié la force aérienne de Cactus et a plutôt rompu et est rentré chez lui, laissant Ayanami être sabordé et 4 destroyers pour récupérer les survivants à la fois du destroyer et de Kirishima en termes de pertes. C'était en fait à peu près un score égal avec les deux côtés, perdant entre 240 et 250 hommes chacun, et tandis que les Japonais avaient perdu un destroyer et un croiseur de bataille, les États-Unis avaient perdu 3 destroyers et en avaient un autre gravement endommagé et avaient eu un cuirassé handicapé. Mais contrairement aux précédents engagements, la marine américaine n'avait pas laissé la marine japonaise en contrôle du champ de bataille. Les deux côtés s'étaient repliés, avec Washington et South Dakota se retrouvant pour le voyage de sortie, et l'objectif réel de la marine japonaise avait été laissé inaccompli. Cela serait aggravé plus tard dans la matinée lorsque les 4 transports, réalisant qu'ils n'étaient pas à l'abri de l'attention américaine, se sont échoués pour prévenir une attaque aérienne qui les coulerait, pour être quand même incendiés par des frappes de la force aérienne de Cactus et de l'artillerie terrestre américaine, tuant des centaines des troupes qu'ils avaient amenées et détruisant une grande partie de l'équipement lourd et des fournitures désespérément nécessaires. Cela signifiait non seulement que l'attaque de l'armée japonaise sur le champ d'Henderson était maintenant très peu susceptible de réussir, mais la perte de tous les navires de transport signifiait qu'une autre tentative ne serait pas à venir, même si l'amiral Yamamoto était prêt à jeter Kongo et Haruna après Kirishima et Hiei. Avec seulement des navires de guerre capables de faire les courses d'approvisionnement et avec quelques milliers de bouches supplémentaires à nourrir parmi les survivants des transports de plage, les forces de l'armée japonaise envisageaient une mort lente par une famine progressive, à moins que la marine japonaise ne puisse devenir vraiment inventive très rapidement. Pour leur part, la marine américaine a reconnu que c'était un pari, même s'il avait payé, Lee commentant que les cuirassés américains n'étaient clairement pas conçus pour le genre de bataille à courte portée, à bout portant qu'ils avaient rencontré.
mais ce n'était pas un choix. Sans le champ Henderson, la moins de 2 douzaines d'avions à bord de l'Enterprise aurait été la seule couverture aérienne restante. Il fallait donc le défendre. Tout cela conduirait à une dernière grande bataille navale dans la campagne de Guadalcanal. Mais le 15 novembre marquait un point de transition. C'était la dernière fois que les forces de surface japonaises navigueraient offensivement avec pour objectif de faire avancer des objectifs liés à la repousse des forces américaines de plus en plus improvisées et à leur propre avancée. Désormais, la situation serait généralement celle de la marine américaine sur le front, généralement en force, et les Japonais faisant des tentatives de plus en plus désespérées pour se défendre contre l'avancée américaine. Alors que le South Dakota serait hors d'action pendant environ 3 mois, le Washington était bien sûr toujours disponible pour l'action, et bien que localement Halsey ait souffert d'un manque distinct de croiseurs et de destroyers disponibles pour cette seconde action nocturne, le statut global de la marine américaine devenait de plus en plus fort, plus de destroyers et plus de croiseurs, et en effet plus de cuirassés arrivaient en ligne, et assez rapidement des renforts arriveraient, ramenant les forces de la marine américaine à une force presque complète, tandis que les pertes japonaises étaient pratiquement irremplaçables et emportaient avec elles beaucoup de marins expérimentés, ce qui a gravement épuisé la capacité japonaise à répondre à d'autres incursions américaines. Plus tard, la marine japonaise était loin d'être hors jeu. Elle continuerait à essayer de ravitailler les troupes à Guadalcanal et il y aurait un certain nombre d'autres engagements, bien que aucun à l'échelle de celui-ci, mais elle était très certainement sur une pente descendante vers le statut qu'elle atteindrait d'ici 1945. En effet, en moins de 3 mois, les Japonais concluraient que leur position à Guadalcanal était intenable et commencerait une retraite et une évacuation. Bien que cela ne se fasse pas sans contestation, comme nous le verrons dans les prochaines vidéos. Vous avez peut-être remarqué que cette paire de vidéos a été accompagnée d'une quantité significative d'animations, et c'est grâce à la salle des opérations, une excellente chaîne qui a collaboré avec moi pour vous présenter cette bataille, ici et sur leur chaîne. Donc, si vous aimez regarder des sections animées de l'histoire militaire, allez voir leur chaîne, et encore une fois, merci beaucoup pour tout leur travail acharné pour assembler le côté animé de cette bataille. C'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Si vous avez un commentaire ou une suggestion pour un navire à examiner, faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de commenter le post épinglé pour les questions de cale sèche.